La méthode ultime pour perdre du poids. Bonjour, je suis Gaëtan Klein et bienvenue dans cette vidéo à laquelle j'ai donné un titre assez ironique parce que la méthode ultime pour perdre du poids, vous avez déjà sans doute eu des dizaines de propositions de la nouvelle méthode pour perdre du poids, le nouveau régime à la mode, la technique miracle qui va faire que enfin vous allez pouvoir vous libérer facilement et rapidement de ce surpoids qui vous pèse. Et évidemment, ça a peut-être plus ou moins bien marché, mais il n'existe pas vraiment de méthode ultime ou de coup de baguette magique pour perdre du poids. Mais il y a certains principes et je vais partager certains de ces principes avec vous et j'espère que ça va vous aider. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir au fur et à mesure des années en me demandant de les aider à perdre du poids, souvent avec des techniques comme l'hypnose. À l'époque où je faisais de l'arrêt du tabac par hypnose, j'ai aidé des centaines de personnes à arrêter de fumer. Et donc j'avais beaucoup de gens qui me demandaient est-ce que tu peux m'hypnotiser pour m'aider à perdre du poids? Et j'avais tendance à leur dire non, parce que je savais que ce que je ferais en séance avec eux pourrait être utile sur le plan émotionnel, psychologique. On va parler de l'importance de la psychologie dans la perte de poids. Mais si à côté de ça, vous ne faites pas concrètement les choses qu'il faut pour que votre corps puisse bien fonctionner, eh bien, ça ne marche pas vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai d'autres outils, d'autres manières de faire qui m'aident à permettre aux gens de se libérer des blocages qui les empêchent de perdre du poids. Mais il y a aussi les choses concrètes à faire. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains principes clés qui vont rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus claires et qui vont vous permettre de savoir quoi faire pour adapter à votre situation et mettre en place une méthode qui fonctionne pour vous. Donc allons-y. Dans cette vidéo, on va voir différentes choses. On va parler d'alimentation, d'activité physique, de psychologie. On va voir quel est le principe fondamental à comprendre pour réussir à perdre du poids. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous allez vous battre contre votre corps. Pourquoi les régimes sont souvent difficiles ou ont souvent des effets temporaires? Quels sont les meilleurs sports à utiliser pour perdre du poids? Quelle est la clé magique à comprendre absolument si on veut réussir? Ça va vraiment être quelque chose qui va être renversant pour vous si vous ne connaissez pas déjà ce principe-là. Et on va parler des meilleures façons de s'alimenter et surtout des principes qui sont les plus efficaces. Ok, donc commençons par ces trois domaines, l'activité physique, la gestion du stress et l'alimentation. Ce sont trois piliers de la perte de poids. À votre avis, lequel des trois est le plus important? Et quelle est la proportion, quelle est l'attribution d'importance auquel on peut attribuer à ces trois domaines? Est-ce que c'est l'alimentation qui est la plus importante? Est-ce que c'est le sport que vous faites? Est-ce que c'est la gestion du stress? Vous avez sans doute reçu beaucoup de conseils et de techniques par rapport à ça, mais si vous ne hiérarchisez pas vos efforts, vous risquez de mettre le plus d'efforts dans le domaine qui a le moins d'importance, alors que le domaine qui a le plus d'importance, si vous ne faites pas les efforts qu'il faut dans ce domaine-là, eh bien vos résultats seront tronqués. Donc en vérité, si vous voulez perdre du poids de manière vraiment efficace à long terme, c'est d'abord l'alimentation qui est le principe principal. 60% de votre réussite viendra de votre gestion de votre alimentation. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment faire. Ensuite, le deuxième critère important, c'est la gestion du stress. Et enfin, l'activité physique, c'est seulement le haut de la pyramide, c'est seulement 10%. Donc, est-ce que c'est là que vous devez mettre le plus d'efforts? Pas sûr. Mais on va voir ça en détail. Et derrière tout ça, ou de manière sous-jacente à tous ces domaines-là, il y a évidemment la psychologie qui joue un rôle très important. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur ces trois domaines, l'activité physique, la gestion du stress et l'alimentation. Et on parlera de psychologie dans une autre vidéo en détail. Mais le premier principe que vous devez comprendre, c'est que perdre du poids, c'est anti-survie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que votre corps, notre corps, le corps humain, est d'abord fait pour survivre. C'est notre premier instinct, la première mission de notre corps. Et si cet instinct est mis en danger, notre corps va contrecarrer et faire tout ce qu'il peut pour assurer d'abord sa survie et mettre de côté les autres choses qui nous semblent importantes. Donc si dans votre mental, vous avez décidé avec votre volonté que vous allez perdre du poids, mais que votre corps se sent en danger par rapport à ça, ça ne va pas fonctionner. Le fait de stocker du gras, c'est d'abord un mécanisme de survie que nos ancêtres ont développé à travers des générations et des générations de situations où l'environnement n'était pas forcément très propice
au fait de se sentir en sécurité à long terme, notamment concernant l'alimentation, parce qu'on ne savait jamais si on allait manger ou pas, à quelle période on aurait plus de provisions et à quelle période ce serait la famine. Notre corps est fait pour survivre aux famines le plus possible, et donc le fait de stocker du gras, c'est un mécanisme de survie. Donc, premier principe, si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas vous battre contre votre corps. Et votre corps n'acceptera jamais de perdre du poids si son besoin de survie ou son besoin de sécurité n'est pas respecté. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous vous battez contre votre corps vous en voudra et contrecarrera vos efforts. Donc, vous ne pouvez pas forcer votre corps à perdre du poids. Vous ne pouvez que l'accompagner avec de la bienveillance et avec de la stratégie, en comprenant et en écoutant ce dont votre corps a besoin. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin, il va tout faire pour l'obtenir, et peu importe ce que vous avez décidé avec votre volonté. Donc, de ce point de vue-là, analysons la stratégie qui est la plus souvent utilisée et qui est à la base de nombreux régimes, qui est le fait de se restreindre, d'avoir une restriction calorique. Donc, d'un côté, vous avez l'énergie que vous ingérez, les calories ingérées, la nourriture que vous prenez, et puis de l'autre côté, les dépenses. Si les deux sont équilibrés, vous êtes à l'équilibre et tout va bien. Mais si vous voulez perdre du poids, une technique qui est souvent préconisée, c'est de manger moins et de dépenser plus. N'est-ce pas? Il faut bouger, il faut faire du sport, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut manger plus de légumes, moins de sucre, etc., etc. Vous connaissez le principe. Tous les régimes sont basés sur ça quasiment. Le problème avec ça, c'est que si l'écart entre l'énergie que vous ingérez et l'énergie que vous devez dépenser est trop important, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Votre corps va déclencher une alerte, il va se dire « Oh là là, attention, ça ne va pas du tout, je dépense trop d'énergie ». Et donc, si vous restez trop longtemps dans cet état de restriction calorique ou s'il est trop important, vous allez déclencher le réflexe de survie. Et comme on l'a vu juste avant, vous ne pouvez pas perdre du poids si cela va contre votre besoin de survie. Et ça vous est peut-être arrivé de faire un régime et que ça fonctionne pendant quelques temps. C'est très bien parce que vous pouvez vraiment vous forcer à vivre ça et à manger moins et à dépenser plus pendant un certain temps. Mais en général, on se donne un cadre de temps pour faire ça. Ça va être 3 semaines ou 3 mois. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Paf, on a un effet rebond. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, votre corps s'est dit « Ah, tu veux me forcer à vivre ça, à vivre cet état de famine, à me forcer à être en contradiction avec mon besoin de survie. Eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. » Et j'ai pris cette image pour symboliser, vous vous souvenez peut-être de cette phrase, « La vengeance est un plat qui se mange froid. » Eh bien, si vous forcez votre corps à être en restriction calorique pendant trop longtemps, vous pouvez y arriver pendant un certain temps, mais votre corps va prendre sa revanche et ensuite, lorsque vous allez relâcher votre volonté, eh bien, votre corps va vous faire partir complètement en sens inverse et c'est pour ça que très souvent, les régimes restrictifs ont des effets temporaires et qu'ensuite il y a un effet de rebond. C'est parce que le corps va récupérer et il va compenser en fait ce qui s'est passé tout simplement. Donc, il y a deux effets qu'il faut comprendre qui font que ces régimes-là ne fonctionnent pas. D'abord, si la restriction calorique est trop longue ou trop importante, il va y avoir un rééquilibrage à la baisse. Le corps va se dire « je dépense trop d'énergie, donc il faut que j'en dépense moins ». Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que votre métabolisme va diminuer. Le métabolisme, c'est simplement l'activité globale de votre corps physique, votre activité physiologique, qui consomme de l'énergie. Donc le fait de réfléchir, le fait de faire du sport, de bouger, tous les mécanismes de santé, toute la régulation interne, voilà, tout ça va en fait être réduit à minima. Votre corps va se dire j'ai pas d'énergie donc je vais baisser toutes mes fonctions et je vais baisser mon métabolisme. Et ça c'est un énorme problème parce que ensuite, si vous ingérez à nouveau plus de calories, votre corps n'est pas en état de les dépenser. À votre avis, si vous voulez perdre du poids, est-ce que vous devriez ralentir votre métabolisme ou est-ce que vous devriez augmenter votre métabolisme? La première manière dont votre corps dépense de l'énergie, c'est à travers le métabolisme. Donc si votre métabolisme baisse, eh bien vous n'allez pas pouvoir perdre du poids. Il faut au contraire augmenter le métabolisme. Mais pour l'augmenter, vous devez ne pas déclencher l'alarme de survie. Le deuxième effet de la restriction calorique quand elle est trop longue, c'est qu'il peut y avoir un rééquilibrage à la hausse, c'est-à-dire le corps se dit « bon, je dépense vraiment de l'énergie trop par rapport à ce que j'ingère, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais devoir ingérer plus. »
et donc vous allez avoir des fringales. Et souvent, vous allez avoir tout un tas d'excuses qui vous viennent, tout un tas de pensées, d'images, de nourriture, et c'est comme si votre inconscient va vous dire « Oh, regarde comme ça a l'air bon, toutes ces belles choses, oh allez, on peut se faire plaisir juste une fois, c'est pas grave, demain je reprends le régime, pardon, mais aujourd'hui, allez, je me fais plaisir. » Et c'est comme ça que vous tombez, peut-être arrivé déjà de tomber dans le panneau. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes en restriction calorique pendant trop longtemps, votre corps va rééquilibrer les choses et ce n'est pas à votre avantage. Et souvent, lorsqu'il y a un rééquilibrage à la hausse, eh bien, c'est excessif. Et donc, vous allez ingérer beaucoup plus de calories que ce que vous devez en fait dépenser. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh bien, vous allez les stocker. Ok? Donc, 3 règles pour une perte de poids réussie. La première, c'est, vous avez compris, votre corps doit être votre allié. Parce que si vous vous battez contre votre corps, vous pouvez être sûr que votre corps contre-attaquera et que c'est lui qui va gagner. Parce que le besoin de survie est le premier instinct de l'être humain. Ce réflexe de survie est beaucoup plus puissant que votre volonté consciente. Deuxièmement, deuxième principe, vous ne devriez pas avoir trop faim. Si vous êtes dans une phase où vous voulez perdre du poids, évidemment c'est normal d'avoir un petit peu faim de temps en temps parce que vous faites attention et vous contrôlez les choses, mais si vous avez trop faim, c'est que vous êtes en risque de déclencher l'alarme de survie et donc vous êtes en risque d'avoir un retour de bâton qui va se produire. Donc vous ne devriez jamais avoir trop faim. C'est normal d'avoir un petit peu faim de temps en temps, mais si vous avez vraiment trop faim, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc vous devez écouter votre corps. Et enfin, un principe qui peut être utilisé dans toutes sortes d'approches, si on part du principe que vous avez une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'entièreté de vous-même, vous devrez toujours être dans une relation positive à vous-même, et du coup votre humeur devrait aussi être positive. Donc vous devriez vous sentir serein et de bonne humeur. Si vous essayez de perdre de poids et que vous vous sentez déprimé, irritable, de mauvaise humeur, ou avec des pensées noires, ou avec une énergie basse, c'est que vous faites les choses de manière incorrecte. Donc vous devez toujours vous sentir bien, même dans ces phases-là. Justement. Alors voyons comment faire, passons aux techniques concrètes. Donc le premier pilier, c'est l'alimentation. Mais pour ça, pour comprendre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, il y a une clé absolument indispensable à comprendre. C'est presque une clé magique, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle agit dans votre corps, elle agit comme une clé qui va ouvrir ou fermer les réserves de gras. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cette clé? Si vous avez étudié un petit peu la biologie, vous allez peut-être reconnaître le mot insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est générée par votre pancréas et qui est la première responsable de la gestion de l'énergie en termes de mettre à disposition les réserves de graisse comme source d'énergie dans notre corps ou pas, et aussi comme le fait de stocker l'énergie qu'on ingère. Si on ingère trop de calories, c'est l'insuline qui va faire en sorte qu'on va la stocker. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre à propos de l'insuline, c'est que l'on peut devenir résistant à l'insuline. Et la chose importante à comprendre, c'est que ce problème de résistance à l'insuline, c'est quelque chose qui est très 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 graduel et qui va du fait d'être sensible à l'insuline, au fait de commencer à être résistant, et ça peut mener à des conditions métaboliques négatives comme le prédiabète, et ça peut être un des facteurs du diabète. Donc c'est hyper important de comprendre à quel moment est-ce qu'on devient trop sensible à l'insuline. Donc pour vous expliquer ça, je vais aller au tableau et vous montrer ça avec un petit schéma. Ok, donc je vais vous expliquer comment fonctionne la résistance à l'insuline. Donc partons du principe que vous avez vos vaisseaux sanguins et vous avez ici les cellules qu'on appelle les adipocytes, qui sont les cellules où sont stockées la graisse sous forme de réserve d'énergie. Donc vous avez toutes ces réserves de graisse qui sont ici. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a mangé du sucre et qu'on a du sucre dans le sang, vous avez un organe qui s'appelle le pancréas ici, qui va générer une hormone qu'on appelle l'insuline. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir du sucre dans le sang, c'est toxique pour notre corps. Notre corps n'est pas censé avoir trop de sucre dans le sang. Et donc, le pancréas va générer cette insuline, qui est une hormone, qui va dire aux cellules graisseuses, les adipocytes, de s'ouvrir pour faire rentrer le sucre à l'intérieur. Donc, la membrane de ces cellules va s'ouvrir, il y a des petits pores dans la membrane, et à travers ces pores,
le sucre va rentrer et va être stocké sous forme de gras. Et donc c'est comme ça qu'on accumule du gras lorsqu'on a mangé du sucre. Le problème, c'est que si on a vraiment beaucoup trop de sucre dans le sang, trop souvent, notre pancréas va réagir en générant plus d'insuline, en disant oh là, il faut absolument faire baisser le taux de sucre, donc on envoie plein d'insuline et ça va envoyer plein d'hormones dans les cellules graisseuses. Le problème avec ça, c'est qu'au début, oui, ça va faire rentrer un peu plus de sucre à l'intérieur, on va stocker un peu plus, mais assez rapidement, si on a trop d'insuline trop souvent, nos cellules, nos adipocytes vont réagir en se refermant et en créant de la résistance parce que c'est pas possible pour elles de recevoir trop d'insuline. C'est quelque chose qui est négatif aussi pour notre système. Et quand il y a un excès d'hormones, ça marche avec toutes les hormones, notre corps devient résistant à cette hormone. Et donc, le problème, c'est que du coup, la cellule arrête de réagir à l'insuline, ne l'écoute plus en quelque sorte, et ne va plus pouvoir faire rentrer ce sucre à l'intérieur. Et donc, on va se retrouver avec un taux de sucre dans le sang qui est très élevé, et ça va faire que notre organisme va avoir plutôt tendance à essayer d'utiliser ça comme source d'énergie. Le problème aussi, c'est qu'une fois qu'on a développé cette résistance à l'insuline, ça marche dans les deux sens. Vous voyez que la membrane ici est devenue résistante, et cette cellule va avoir beaucoup plus de mal à faire sortir le gras, et donc on va avoir tendance à moins utiliser notre gras comme source d'énergie. Et quand notre corps a besoin d'énergie, il va se retrouver à sec et se dire voilà, j'arrive plus à obtenir l'énergie dont j'ai besoin de la part de mes réserves, donc qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien il faut que je mange. Et donc votre corps va créer des fringales, des envies de manger, et vous allez vous retrouver avec encore plus de sucre dans le sang, ce qui va vous faire générer encore plus d'insuline par votre pancréas, et donc encore plus de résistance, et c'est un cercle vicieux. Donc quand on est rentré dans ce cercle vicieux de la résistance à l'insuline, notre métabolisme va de plus en plus s'habituer à utiliser le sucre comme source d'énergie et de moins en moins le gras, et donc vous allez avoir de plus en plus envie de sucre souvent, vous allez avoir tendance à avoir faim régulièrement, etc. Et vous allez avoir ce mécanisme qui se met en place où vous utilisez de moins en moins le gras et votre corps s'habitue à utiliser le sucre comme carburant. Le problème du sucre, c'est que c'est très rapide comme carburant. Donc effectivement, quand on mange du sucre, ça nous fait nous sentir bien tout de suite, on a un regain d'énergie. Mais on a aussi un crash un peu plus loin, parce que le corps va essayer d'éliminer le maximum de sucre de notre système sanguin, et donc il va l'utiliser comme énergie. Et après, on se retrouve vide, et on n'a plus l'énergie qui vient des adipocytes pour compenser. Donc on est pris dans le cercle vicieux, notre corps va nous dire donne-moi encore plus de sucre, parce qu'il faut à nouveau remplir. Il faut toujours avoir de l'énergie à disposition. Un problème secondaire, c'est que de rentrer dans ce cycle, ça va avoir tendance à fatiguer le pancréas, qui n'a pas pour rôle de pomper de l'insuline comme ça tout le temps. Et donc, si ça dure des mois, des années, le pancréas va avoir tendance à se fatiguer et à fonctionner de moins en moins bien, et on est vraiment parti dans le cercle vicieux. Donc, la solution pour ça, c'est d'avoir une alimentation qui stimule le moins possible l'insuline, pour qu'on fasse baisser l'insuline au maximum, pour que, au bout de quelques temps, les cellules graisseuses finissent par se dire « Ok, c'est bon, on n'a pas reçu d'insuline depuis un moment, donc tout va bien, on va pouvoir à nouveau accepter ce signal, et donc à nouveau, ces membranes vont commencer à se rouvrir, on va pouvoir commencer à faire sortir le gras et l'utiliser comme énergie. Mais ça demande vraiment de travailler sur ça, et d'avoir une alimentation qui soit la moins insulinémique possible, et donc la moins sucrée possible, et qui soit plus basée sur le fait de réapprendre à notre organisme à utiliser le gras comme source d'énergie. Je vous retrouve ensuite pour la présentation sur l'ordinateur. Ok, donc vous avez compris que si vous êtes résistant à l'insuline, vous aurez vraiment du mal à perdre du gras. C'est une des premières choses qu'il faut renverser. C'est vraiment la clé. Donc, le principe, c'est que vous devez maintenir votre glycémie au minimum, c'est-à-dire avoir le moins possible de sucre dans le sang, de taux de sucre dans le sang. Ça veut dire que vous allez sécréter moins d'insuline, et donc vous allez commencer à faire baisser la résistance, et vous allez être de plus en plus sensible, c'est-à-dire que votre corps va mieux réagir à l'insuline si la résistance a diminué. Et donc il y aura moins de stockage quand vous mangez, et ça va aussi faciliter la perte de poids parce que le système va être fluide, va être ouvert. Vos réserves de graisse vont pouvoir facilement relâcher leur graisse dans votre système sanguin pour que vous l'utilisiez comme énergie. Donc comment savoir quand on est résistant à l'insuline ou qu'on commence à l'être? C'est très simple, il y a ces 4 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est si vous avez du ventre, tout simplement.
Donc si vous avez une couche de gras au niveau du ventre et que ce gras ne devrait pas être là, si c'est vraiment excessif par rapport au reste du corps, c'est très certainement un signe de résistance à l'insuline. Deuxième signe, si vous avez souvent faim après les repas. Et ça m'arrive encore souvent de voir des gens qui trouvent ça normal d'avoir un état de somnolence après avoir mangé un bon repas à midi et d'avoir besoin un peu de récupérer pendant une demi-heure après avoir mangé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fatigue postprandiale, donc juste après le repas, et c'est signe de résistance à l'insuline. Même chose si vous avez l'impression d'avoir mangé un bon repas, mais d'avoir encore faim et notamment besoin de sucré. Si vous avez besoin d'un petit dessert, d'une petite douceur, alors même que normalement vous avez bien mangé et normalement vous êtes plein, c'est parce que votre corps sent qu'il a mangé, mais il n'arrive pas à sécréter assez d'insuline pour gérer cette nourriture. Et donc, le déclencheur de l'insuline, vous avez compris, c'est le sucre. Donc si vous avez besoin de finir un repas avec du sucré, c'est certainement qu'il y a un problème dans votre gestion de l'insuline. Donc vous êtes en résistance. Et enfin, si votre taux de sucre dans le sang est élevé, c'est aussi un signe de résistance à l'insuline. Donc ça se teste avec des tests sanguins. La plupart du temps, c'est fait à jeun le matin. Si votre glycémie est trop élevée, pourquoi est-ce que votre corps n'arrive pas à gérer son taux de sucre? Eh bien certainement parce que vous avez beaucoup trop de sucre dans votre système et qu'il y a un mauvais lien entre le système sanguin où le sucre circule et les adipocytes, les cellules graisseuses qui doivent transformer ce sucre en graisse pour le stocker ou qui doivent relâcher la graisse. Donc, dans ces cas-là, vous devez absolument faire baisser votre taux de sucre dans le sang et votre résistance à l'insuline, ce qui peut prendre un certain temps. Alors, si vous avez compris ce principe, vous allez comprendre comment trouver les méthodes d'alimentation qui sont les plus efficaces. Et vous allez me demander, ok Gaëtan, tout ça c'est très bien, mais donne-moi juste quel est le meilleur régime pour perdre du poids. Le problème, c'est que si vous fonctionnez comme ça, vous êtes dans un mauvais état d'esprit parce que vous vous dites comment faire pour lutter contre mon système et le forcer à perdre du poids. Donc en fait, vous ne devriez pas vous demander quel régime va me faire perdre du poids, parce que si vous empruntez cette voie-là, vous risquez de déclencher le réflexe de survie de votre corps et donc de vous battre contre votre corps. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous demander quelle alimentation saine je peux mettre en place sur le long terme qui est vraiment bonne pour moi. Parce que c'est comme ça que vous allez progressivement perdre du poids, mais surtout vous maintenir à un équilibre qui vous correspond bien et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Le but de l'alimentation, c'est de nous apporter l'énergie, les matériaux, les nutriments dont on a besoin. Donc quelle alimentation est la plus saine pour moi sur le long terme? Plutôt que quel régime va me faire perdre 5 kilos en 3 semaines. D'accord? Donc les principes à comprendre pour choisir le régime alimentaire qui va vous correspondre à vous, c'est d'abord, on l'a vu, d'éliminer le sucre. C'est le premier ennemi de la perte de poids. Vous devez comprendre comment minimiser la montée d'insuline et pour ça, il va falloir réduire certains aliments qui font monter l'insuline naturellement, en particulier le pain blanc et maîtriser, limiter les glucides. Un autre principe intéressant, c'est de manger plus de fibres, c'est-à-dire plus de végétaux. Pourquoi? Parce que les fibres vont avoir pour effet de ralentir l'effet de la nourriture sur l'insuline. Donc au lieu d'avoir un pic d'insuline qui monte très fort et qui redescend ensuite, ce qui est vraiment mauvais, vous allez avoir une insuline qui monte plus graduellement puis qui descend plus graduellement, ce qui est plus sain. Donc mangez beaucoup de légumes. Et puis en plus, ça facilite le transit. Autre principe qui est de choisir les aliments les plus denses en nutriments. Pourquoi? Parce que si vous prenez des aliments qui ont peu de nutriments en eux, vous allez devoir manger plus pour être satisfait. Votre corps va se dire, ça c'était bien, mais j'ai pas eu tout ce dont j'avais besoin, donc il m'en faut plus. Et plus vous ingérez ces aliments qui sont faibles en nutriments, plus vous allez avoir besoin de manger beaucoup, ça va être difficile à digérer, vous allez avoir en plus des choses qui vont se stocker parce qu'il va y avoir un déséquilibre, donc ça va vous ralentir. Donc demandez-vous, qu'est-ce qui va me nourrir le plus? Qu'est-ce qui est le plus dense en nutriments? Évidemment, ce sont souvent les choses les plus saines et vous savez déjà ce qui est le plus sain, mais gardez juste ce principe à l'esprit. Et enfin, éliminez autant que possible la nourriture industrielle et privilégiez les aliments naturels. Pourquoi? Parce que dans les aliments naturels, il y a tout ce dont on a besoin justement.
Alors que dans la nourriture industrielle, il y a souvent des choses qui sont rajoutées, des produits chimiques et beaucoup de sucre. Et le sucre est notre premier ennemi. Autre chose importante pour vraiment que ça soit clair pour vous, c'est d'éliminer tous les aliments qui sont estampillés 0%. Pourquoi? Parce que justement, quand vous mangez ces aliments qui sont sans gras ou sans tout simplement, et bien en fait vous vous remplissez de vide. Le problème avec ça, c'est que votre corps ne va pas se faire rouler dans la farine si facilement. Il va comprendre que ce qu'il vient de manger ne lui apporte pas ce dont il a besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va en réclamer plus. Et donc, si vous mangez des aliments 0%, ce qui va se passer, c'est que vous allez gonfler, parce que c'est comme si vous vous remplissez de vide, et votre corps va vouloir se remplir de plus en plus. Donc, vous devez faire l'inverse. Plutôt que de choisir des produits laitiers sans gras, au contraire, choisissez des produits laitiers qui ont beaucoup de gras et qui ont des bonnes graisses. Parce que ça va vous nourrir et vous aurez besoin de moins en manger. D'accord? On revient sur cette question de l'état d'esprit. Vous ne pouvez pas lutter contre votre corps. Votre corps a besoin de manger, il a besoin d'alimentation. Et donc, plutôt que de restreindre ça et de le couper de ce dont il a besoin, ce qui revient à se battre contre nous-mêmes, prenez plutôt le parti de vous donner à vous-même ce dont vous avez vraiment besoin, mais de vous le donner bien, complètement et entièrement. Et vous allez voir que ça fonctionnera beaucoup mieux. Maintenant, par rapport à l'addiction au sucre, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les aspects psychologiques, mais concernant les aspects physiques, aussi quelques éléments. Souvent, on me demande qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire parce que j'ai vraiment une addiction au sucre qui est très forte. Et par expérience, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, étudié ce sujet, voici ce qui marche bien. Donc vous avez certains compléments comme le chrome, Gynestra sylvestre et la berbérine qui sont très efficaces pour faire baisser le besoin de sucre naturellement. Et aussi, ce sont souvent des composés qui aident notre corps à devenir plus sensible à l'insuline, c'est-à-dire à faire baisser la résistance à l'insuline. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller si vous pensez que vous avez besoin d'un coup de pouce sur le plan physique. Alors, il y a différentes sortes de tisanes aussi qui peuvent avoir des effets intéressants et qui sont assez faciles à consommer, qui sont économiques, donc profitez-en. D'autres choses, vous avez plein d'aliments qui ont un effet de renforcer notre sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire de faire baisser la résistance, et aussi de nous aider à mieux gérer le métabolisme du sucre. Donc vous devez vraiment en profiter et les utiliser de manière stratégique. Par exemple, la cannelle. La cannelle est une épice qui a des effets extrêmement puissants pour nous aider à réguler le taux de sucre dans le sang et faire baisser le taux d'insuline. Donc n'hésitez pas à en prendre. C'est très facile et très sain et assez économique. Et vous pouvez en prendre jusqu'à 1 gramme par jour. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans certaines boissons ou dans le dessert ou même avec certains aliments, avec certains plats. N'hésitez pas à vous renseigner sur à quel moment je peux ajouter de la cannelle dans mon alimentation. Le zinc, le magnésium et les vitamines B sont aussi très importants pour bien réguler notre métabolisme du sucre. Je ne vous proposerai pas forcément de chercher à obtenir ça à travers des compléments alimentaires, mais plutôt de chercher à ce que votre alimentation naturelle vous procure ce dont vous avez besoin en termes de micronutriments. Les oméga 3 sont aussi extrêmement importants pour le métabolisme du sucre, donc pensez à en manger régulièrement et on parlera peut-être un peu plus tard des sources d'oméga 3, mais les sources principales ce sont certaines formes de poissons, enfin certains types de poissons qui sont gras, comme le saumon, le thon, etc. Mais aussi, pensez à utiliser des choses comme le thé vert. Le thé vert est très riche en antioxydants, mais aussi en composés qui vont accélérer le métabolisme du sucre. Donc, chacun de ces éléments est une pièce du puzzle, c'est un coup de pouce en plus. Donc, autant utiliser toutes les armes que vous avez à votre disposition et qui vont dans le sens de vous donner ce dont vous avez besoin et d'être en bonne santé. Maintenant, pour éliminer l'addiction au sucre, la diminution graduelle est plus difficile que l'éradication. C'est-à-dire que plutôt d'essayer de faire baisser un petit peu, de vous dire « Ok, aujourd'hui je vais manger un petit peu moins, et puis demain un petit peu moins ça va avoir peu d'effet, alors que si vous prenez une approche qui est un peu plus radicale, qui est un peu plus stricte, ce sera plus facile. Ça va être plus difficile pendant un jour ou deux, parce qu'il va y avoir une sorte de contre-coup, mais ensuite votre corps va s'adapter beaucoup plus rapidement,
et va vous demander de moins en moins de sucre. Donc plus vous êtes strict et plus vous êtes radical au début, et plus ça va être facile ensuite. Si vous avez des besoins intenses qui se produisent à certains moments de la journée, vous avez vraiment une grosse fringale de sucre, eh bien, vous devez apprendre de manière stratégique à vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin. D'accord ? Votre corps réclame de la nourriture parce qu'il pense qu'il a besoin d'énergie, parce qu'il sent qu'il a besoin de certaines choses. Plutôt que de lui donner du sucre qui est un carburant rapide, qui est satisfaisant rapidement, mais qui est ensuite rapidement insatisfaisant aussi, donnez quelque chose qui est plus efficace sur le long terme. Donc n'hésitez pas à utiliser des protéines ou un peu de sel. Par exemple, n'hésitez pas à manger un morceau de fromage en milieu d'après-midi si vraiment vous avez faim, pourquoi pas. Je recommande aussi de manger des noix, donc toutes sortes de noix, noix de Grenoble, noix de pécan, noix d'Amazonie, etc., etc., ou des amandes par exemple. Ça va vous apporter ce dont vous avez besoin, ça va vous rassasier et ça va faire que votre habitude d'utiliser le sucre comme carburant va diminuer. Encore une fois, vous devez garder à l'esprit que l'important c'est d'éliminer la résistance à l'insuline et de faire en sorte que vous soyez de plus en plus sensible à l'insuline. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de sucre pour que votre métabolisme fonctionne. Et enfin, le gras est votre ami. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le gras est plus calorique que les glucides et donc il est plus rassasiant. Vous avez besoin de manger 2 fois moins de gras que de glucides pour avoir la même énergie en termes de calories. Donc vous avez besoin d'en manger 2 fois moins. Et en plus, votre corps va apprendre à l'utiliser. Il va se dire « Ah ok, c'est du gras que tu me donnes comme énergie. Bon, bah, je vais faire avec, je vais apprendre à l'utiliser. » Donc, à chaque fois que vous hésitez entre manger du gras et manger des glucides, eh bien, privilégiez le gras. Parce que c'est comme ça que votre organisme va apprendre à utiliser cette énergie. Une chose qui est importante aussi, si ça vous fait peur de manger gras et que vous avez appris « Ah non, il ne faut pas manger gras si on veut perdre du poids », une chose essentielle à comprendre, c'est que le gras ne peut pas être stocké si votre insuline est basse. Parce que c'est l'insuline qui ouvre les adipocytes et qui fait rentrer à l'intérieur l'énergie qui se trouve dans votre sang. Donc, si vous mangez du gras et des glucides, ou du sucre, eh bien oui, les glucides vont faire que l'insuline monte et donc le gras va être stocké. Par contre, si vous mangez du gras sans glucides, eh bien votre insuline va très peu monter parce que le gras a un effet très très léger sur l'insuline. Et donc si l'insuline n'est pas élevée, si elle est basse, le corps ne peut pas vraiment stocker le gras, donc il va être un peu plus forcé de l'utiliser, et puis il va vous dire « Oh ben j'ai ce qu'il faut, ne me donne pas plus », vous allez être plus rassasié. Donc n'ayez pas peur du gras, au contraire, faites du gras votre allié. Votre ennemi, c'est plutôt le sucre. Alors, quelques conseils très concrets et pratiques sur quelles sont les bonnes graisses à utiliser. Puisque vous devez faire du gras votre allié, il faut savoir que certaines graisses sont extrêmement nocives pour l'être humain et d'autres sont très bonnes pour la santé. Donc les bonnes graisses sont l'huile d'olive, d'avocat, de noix de coco, de noix, l'huile de lin et aussi l'huile de poisson. Bon, en général, l'huile de poisson, c'est plutôt dans les compléments alimentaires. Mais pour votre cuisine, pour votre vie de tous les jours, utilisez essentiellement ces huiles-là. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu le beurre, évidemment, et l'huile de tournesol, en particulier l'huile de tournesol oléique, qui est une forme assez saine. Donc vous pouvez en utiliser avec modération. Mais faites en sorte que vous utilisiez principalement de l'huile d'olive, par exemple, plutôt que de l'huile de tournesol. Prenez l'habitude de tout faire à l'huile d'olive, c'est ce qui est le plus sain pour le corps humain. Et les graisses que vous devez absolument éliminer, ce sont la margarine, même si elle est estampillée bio, saine, verte, etc., etc. Les margarines sont en général des huiles hydrogénées. Hydrogénées, ça veut dire qu'elles sont transformées et qu'elles sont sous une forme qui n'est pas saine pour l'être humain. Vous pouvez faire vos recherches sur le sujet. Pareil pour les huiles qui sont faites à partir de graines. En général, elles sont impropres à la consommation. Éliminez l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de colza, ou en tout cas, gardez-les au minimum possible. Enfin, certaines formes de graisses sont plus nocives que d'autres, donc on les appelle des graisses hydrogénées. On appelle ça aussi des acides gras trans, concernant les formes les plus transformées qui sont extrêmement nocives, même cancérigènes. Donc, éliminez les graisses qui semblent les plus bas de gamme, les plus transformées, et privilégiez les graisses que je vous ai nommées. Donc, quels sont les meilleurs régimes pour perdre du poids? Ah, ok, on arrive finalement à la réponse que vous attendiez. Bon,
Voici les régimes que je vous préconise. Je ne vais pas vous donner le régime en entier, je vais vous laisser faire vos propres recherches. Mais il y a 4 régimes ou 4 formes d'alimentation plutôt qui vont être les plus saines à long terme. Il y a de nombreuses études sur le sujet, il y a plein de vidéos sur internet que vous pouvez trouver et qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Donc les 2 régimes principaux que je préconise, sachant que je ne suis pas nutritionniste ou diététicien, c'est plutôt mon expérience personnelle qui vous parle à ce moment-là. D'abord le régime qu'on appelle cétogénique ou paléo, ou en anglais le régime keto. C'est un régime qui est basé sur le fait de manger très peu de glucides et d'éliminer toutes les formes de glucides quasiment pour manger essentiellement du gras. Quand vous mangez essentiellement du gras, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Votre corps se dit, bon, j'ai plus de glucides à consommer, donc l'énergie dont j'ai besoin pour dépenser de l'énergie, je vais la tirer du gras. Et donc, vous allez vous donner à vous-même du gras, ça va entraîner votre système à utiliser le gras comme source d'énergie, et ça va faire que votre insuline diminue de manière assez extrême, ce qui va reposer votre pancréas, qui va se sentir mieux, ça va reposer votre foie aussi, qui va s'adapter à un autre métabolisme, et puis votre corps va se dire, mais du gras, j'en ai aussi en réserve là, donc quand j'ai besoin, je peux utiliser ce gras-là. Et comme votre insuline est basse, ça va faciliter la mobilisation des graisses à l'intérieur de votre corps, et vous allez quasiment automatiquement perdre du poids si vous suivez ce régime. Donc, vous avez différentes versions, cétogénique ou paléo, etc. Faites vos recherches sur le sujet. C'est le régime qui est le plus efficace dans mon expérience et dans ce que j'ai vu pour perdre du poids de manière rapide et surtout de manière durable, de façon saine. Évidemment, il est un petit peu difficile à suivre parce qu'il faut éliminer tous les glucides, mais de manière temporaire, pendant quelques mois, ça peut être une solution pour les cas où l'insuline a été très élevée pendant des mois ou des années. Si vous êtes vraiment très résistant à l'insuline ou si vous êtes en état de prédiabète, et bien justement, ça peut être le régime parfait pour vous jusqu'à ce que vous ayez récupéré une bonne sensibilité à l'insuline. Le régime méditerranéen est connu pour être un des régimes les plus sains pour le corps humain. Ça peut se combiner d'ailleurs avec le régime cétogénique, mais ça peut être un régime où on mange beaucoup de glucides. Seulement, on choisit les aliments d'une certaine manière. Vous pouvez vous renseigner sur ça. C'est basé sur le fait d'utiliser des bonnes graisses, d'utiliser des bons produits et d'avoir un équilibre entre les aliments qui fonctionnent bien pour le corps humain. C'est empirique, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, donc regardez ce régime-là. C'est certainement des plus faciles aussi à maintenir à long terme. Vous pouvez aussi suivre un régime particulier qui est basé sur l'index glycémique. On va en parler juste après. Ou si vous cherchez encore quelque chose un petit peu différent, qui soit un petit peu spécifique à votre cas personnel, vous pouvez vous renseigner sur un régime qui s'appelle DASH, qui est basé sur le fait de pouvoir baisser la pression artérielle, pouvoir améliorer tout un tas de conditions métaboliques et de conditions cardiaques en particulier. Donc si vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à regarder un petit peu de quoi il s'agit. Voilà pour les meilleurs régimes pour perdre du poids. Pour comprendre la charge glycémique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur Google et vous pouvez taper table index glycémique et vous allez avoir un tableau de tous les aliments que l'on mange dans notre alimentation courante et vous allez voir un chiffre qui correspond à la charge glycémique de cet aliment. La charge glycémique, ça veut dire que quand vous mangez 100 g de cet aliment, ça va faire monter l'insuline plus ou moins fort. Évidemment, plus la charge glycémique est importante, plus ça va faire monter l'insuline. Et donc de voir ce tableau, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce que vous devez réduire dans votre alimentation. Les pires aliments par rapport à l'insuline, ce sont le pain blanc, les pommes de terre cuites, les céréales industrielles, les farines blanches en particulier, et évidemment les sucreries. Donc ces 5 catégories d'aliments, vous devez vraiment les réduire au maximum ou voire les éliminer complètement. Je sais que ça peut être un peu un sacrifice d'arrêter de manger du pain par exemple, ou d'arrêter de manger des pommes de terre pendant une période, mais ça peut vraiment être ce qui va vous régénérer et vous permettre de restaurer une bonne sensibilité à l'insuline, donc ça en vaut vraiment la peine. Donc allez voir ce que c'est que l'index glycémique, la charge glycémique, et prenez conscience que quand vous mangez, votre repas va avoir un impact sur votre système hormonal, et donc vous avez le contrôle là-dessus. La connaissance, c'est le pouvoir en quelque sorte. Pour vous donner une métaphore et pour vraiment que ça rentre dans votre tête et que ça soit clair, imaginez que vous avez un feu et que vous voulez entretenir votre feu.
Avec quoi est-ce qu'il vaut mieux le nourrir pour que le feu soit long, durable et qu'il soit régulier? Eh bien, vous pouvez mettre une grosse bûche dedans, et cette grosse bûche, elle va durer pendant longtemps, et vous allez avoir un feu régulier pendant longtemps. Dans notre métabolisme, ça correspond au gras, qui est l'énergie qui dure le plus longtemps, qui est la plus stable sur le temps. Vous pouvez aussi mettre du petit bois dans votre feu, donc il va y avoir une intensification, et vous allez avoir une belle flamme, vous allez avoir un peu plus de chaleur, mais au bout d'un moment, ça va ensuite diminuer. Donc ça, ce sont les glucides. Vous pouvez aussi jeter des brindilles dans votre feu. Dans ce cas-là, vous allez avoir une grosse flamme et vous allez avoir une belle lumière, et puis quelques secondes après, ça va disparaître. Dans notre métabolisme, ça correspond au sucre rapide. Et encore pire, vous pouvez jeter du kérosène sur le feu, et là, vous allez avoir une explosion, mais ça va durer juste une seconde. Eh bien, ça, c'est par exemple les sodas ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez nourrir votre feu, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Est-ce que vous voulez lancer du kérosène? Ah non, ça va durer juste une seconde et ensuite votre feu va mourir. Est-ce qu'il faut mettre des petites brindilles, du petit bois? Si c'est le cas, vous allez devoir en rajouter toutes les 5 minutes pour que votre feu dure. Alors que si vous ajoutez une grosse bûche, votre feu va durer pendant 1 heure ou 2. Même chose pour votre métabolisme. Donc favorisez plutôt le gras et apprenez à votre corps à utiliser le gras comme source d'énergie. Quelques astuces pour faciliter les choses. N'hésitez pas à manger autant de légumes verts que vous voulez parce que ça va vous aider à faire baisser l'insuline, à vous sentir rassasié, à obtenir plein de nutriments et à faciliter le transit. Vous pouvez commencer votre repas par une crudité parce que ça va avoir tendance à stimuler les sucs digestifs et les enzymes que votre pancréas doit générer. Et en même temps, ça va avoir pour effet de faire un peu baisser votre faim. Et c'est une manière très saine de commencer un repas. Une chose que vous pouvez aussi utiliser comme astuce, c'est d'utiliser le vinaigre de cidre, qui a un effet particulier aussi sur la glycémie et qui est un très bon outil pour faire baisser la résistance à l'insuline si vous l'utilisez de temps en temps. Et mangez souvent de la salade verte parce que ça va vous nourrir aussi, ça va vous apporter certains nutriments, certains sels minéraux et ça va vous aider à vous sentir complètement rassasié aussi. Une astuce aussi qui va vraiment vous changer la vie si vous la mettez en pratique, c'est d'utiliser le plus possible des condiments, des épices comme le persil, l'ail, la coriandre, le thym, etc., etc. Tout ce qui est écrit là et tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que la plupart de ces épices vont avoir certains effets très particuliers sur notre métabolisme et elles ont souvent tendance à amplifier le métabolisme du gras et à augmenter notre sensibilité à l'insuline. Donc l'idéal, c'est d'être sensible à l'insuline. Ça veut dire qu'on a besoin de moins d'insuline pour que notre métabolisme fonctionne bien. Et donc, on va en sécréter moins et ça va mieux fonctionner. Donc, en particulier le piment de Cayenne, par exemple, ou le thym, ou voilà, d'autres composés vont avoir cet effet-là. Donc, ça peut être des outils à ajouter en plus à votre alimentation saine qui vont augmenter votre métabolisme du gras, faire en sorte que vous ayez de moins en moins de fringales de sucre et faire en sorte que vous trouviez l'équilibre. Donc n'hésitez pas à les utiliser très régulièrement dans votre alimentation. Tous les jours, un petit peu. Donc pour revenir sur par quoi on a commencé pour l'alimentation. Donc on a vu que la restriction calorique, quand elle est trop importante, crée de la résistance. Si vous déclenchez l'alarme de survie, votre corps va lutter contre et vous allez vous retrouver en déséquilibre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir une restriction calorique qui est moins importante et surtout qui est cyclique. C'est-à-dire de faire des cycles où parfois vous vous restreignez un petit peu, mais pas beaucoup, juste de quoi avoir un petit peu faim, mais pas vous sentir mal, et puis d'avoir des jours où vous vous nourrissez vraiment de manière complètement satisfaisante. Par exemple, vous pouvez faire un rythme où 4 jours par semaine vous êtes un peu en restriction, et les 3 jours restants, vous avez une alimentation en quantité normale. Ça va vous permettre de ne pas déclencher l'alarme de survie, mais d'avoir quand même suffisamment de différence entre les calories ingérées et les calories dépensées, pour que votre corps utilise les ressources qui sont déjà là et qu'il brûle ce gras. Donc l'idée, c'est toujours de faire attention à être en bienveillance avec vous-même et d'écouter les signaux que votre corps vous envoie. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, il y a une stratégie ultime qui vaut la peine de connaître et qui peut être appropriée et efficace pour vous. Donc la stratégie ultime, c'est un peu la stratégie ultime que la nature a mise en place. Et ça s'appelle le fait de jeûner. Vous avez certainement beaucoup déjà entendu parler de ça, puisqu'on en parle beaucoup de nos jours. Mais lorsqu'on jeûne, ça a un effet très puissant sur notre métabolisme, où notre corps est obligé d'utiliser ses réserves, et donc ça nous fait fondre. D'accord ?
Donc, ce qui est bien avec le jeûne, c'est que c'est une méthode qui est extrêmement naturelle. Le corps humain est fait pour jeûner. Le corps humain n'est pas fait pour ingérer de la nourriture tout le temps, tous les jours. Ça n'a jamais existé dans l'ordre naturel des choses. Ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine depuis que l'être humain existe, c'est-à-dire depuis à peu près 1 million d'années ou 2 millions d'années selon comment on compte. Il n'y a que pendant les dernières centaines d'années où on a appris à avoir de la nourriture tous les jours. Mais notre corps n'est pas conçu pour ça. Notre corps est conçu pour jeûner. Donc, c'est très sain de faire des jeûnes réguliers, des petits jeûnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sensation de faim disparaît au bout de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 jours, votre corps a compris qu'il n'allait plus recevoir de calories par l'alimentation. L'insuline diminue jusqu'à être quasiment à zéro. Et donc votre corps va se dire, j'ai plein de réserves, autant les utiliser, c'est le moment. Et donc il va commencer à utiliser ses réserves. Et donc vous allez avoir de l'énergie, vous n'aurez plus faim. Ce qui est idéal, c'est de jeûner régulièrement pendant 2 à 3 jours, parce que vous allez avoir cet effet d'insuline qui est vraiment au minimum. L'autophagie, c'est-à-dire que le corps va utiliser d'abord ses réserves et aussi éliminer tout un tas de toxines, de choses qui doivent être évacuées. Donc vous allez avoir un effet de nettoyage cellulaire, vous allez avoir un boost au niveau du système immunitaire, vous allez passer automatiquement dans un métabolisme cétonique ou cétogénique, c'est-à-dire que votre corps va créer des corps cétoniques. Donc ça peut être une bonne manière de faire une transition vers une alimentation plus saine ensuite. Et ça a aussi des effets anti-cancer, tout ça est documenté. Évidemment, vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Bien sûr, ce que je vous encourage à faire, c'est à d'abord consulter votre médecin et lui demander si vous êtes dans les bonnes conditions pour pouvoir faire un jeûne. Mais de manière générale, la plupart des gens peuvent faire un jeûne très court. C'est quelque chose qui est naturel pour l'être humain. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un jeûne un peu plus long de 5 jours par exemple, parce que vous allez vraiment aller piocher dans vos réserves, ça va avoir un effet très rapide de perte de poids. Ce que je vous conseille personnellement, c'est d'éviter les jeûnes longs, parce que les jeûnes longs sont évidemment plus stressants pour le corps et plus difficiles à vivre. Évidemment, si vous faites un jeûne de 15 jours, 20 jours ou même 30 jours, vous allez fondre, vous allez perdre énormément de poids. Mais ça va aussi être difficile pour votre organisme. Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir un effet rebond ou est-ce que vous êtes en pleine sécurité? Ça peut être un peu dangereux de faire un jeûne long. Donc pourquoi se forcer la main alors que l'on peut faire plutôt des jeûnes courts mais plus réguliers? Vous pouvez par exemple très bien faire un jeûne de 2 jours une fois par mois. Et au bout d'un an, c'est comme si vous aviez fait un jeûne de 24 jours. Sauf que vous l'avez fait étaler par plusieurs paliers et c'est très facile à faire. Donc moi je vous recommande plutôt d'éviter les jeûnes longs parce qu'ils sont vraiment difficiles pour notre corps. Par contre, vous pouvez faire des jeûnes plus réguliers de 2-3 jours et vous allez voir que ça va vraiment vous booster les choses. C'est un peu la stratégie ultime, mais c'est efficace. Comment faire pour bien jeûner? C'est extrêmement facile. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une clinique, dans un autre pays. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous tienne la main. Vous avez juste besoin d'être dans les bonnes conditions. C'est très simple. La seule chose que vous devez faire, c'est boire beaucoup d'eau. Vous pouvez prévoir de boire 2 litres d'eau minérale par jour. Choisissez une bonne eau minérale, comme ça vous allez avoir aussi les minéraux dont vous avez besoin. Une chose que vous pouvez ajouter, c'est de vous préparer un bouillon. Donc soit un bouillon de légumes, soit un bouillon d'os, ou les deux. Ça va aussi vous apporter tous les minéraux dont vous avez besoin. Votre corps va vous dire merci. Vous avez besoin juste de ça. Vous pouvez faire du sport de manière très modérée. C'est d'ailleurs conseillé de bouger quand vous faites un jeûne. Pourquoi? Parce que si vous ne bougez pas du tout, votre corps va aussi commencer à piocher dans les réserves de muscles, donc dans les protéines. Alors que si vous faites un petit peu de sport ou si vous bougez vraiment de manière modérée, tranquille, votre corps va conserver les muscles, les protéines, il va conserver un métabolisme qui est haut et il va utiliser essentiellement du gras. C'est ça l'objectif. Donc n'hésitez pas à bouger, à faire un peu de vélo, à faire une randonnée ou ce genre de choses, mais toujours de manière modérée et tranquille. Et enfin, zéro stress. C'est vraiment important pour avoir un jeûne efficace d'être dans une situation où vous n'avez aucun stress, vous n'avez pas de responsabilité, pas de choses auxquelles penser, pas de charge mentale. L'idéal, c'est même de prendre des vacances, ou en tout cas d'être dans un endroit où vous n'avez pas de travail à faire, pas de choses à réfléchir, juste prendre le temps de vous reposer, d'être bien avec vous-même. Le fait d'être isolé dans la nature, souvent, ça va avoir un effet calmant qui est extrêmement bénéfique à ce moment-là. Mais l'idée, c'est surtout d'être tranquille. Et enfin, d'avoir décidé à l'avance la durée du jeûne et de s'y tenir. Ça va être surtout ça qui va vous aider sur le plan psychologique.
Par exemple, de vous dire, ok, je vais faire un jeûne de 3 jours, et mon dernier repas c'est tel jour à telle heure, et mon premier repas c'est tel jour à telle heure, et voici ce que sera mon premier repas aussi. C'est très important de réfléchir à quel est le repas qui va briser le jeûne, parce que c'est ça qui est le plus important. Souvent, d'avoir un peu de protéines, un petit peu de gras et un petit peu de légumes bien cuits, c'est ce qui va être le plus efficace. Vous pouvez vous renseigner sur ça. Mais si vous avez décidé à l'avance de la durée, eh bien, vous n'allez pas déclencher de réflexe de survie. Une erreur, ce serait de se dire, tant que j'arrive à tenir, je tiens. Et si j'arrive à tenir 3 jours, j'essaie de faire un quatrième. Et si je tiens un quatrième jour, j'essaie de faire un cinquième. Et si je tiens un cinquième, peut-être que je peux faire un sixième. Si vous faites ça, vous allez en fait aller jusqu'à déclencher le réflexe de survie et votre corps à ce moment-là va vous dire oh là là non, c'est vraiment trop, c'est pas bien pour moi. Parce que votre corps, en fait ça aide votre corps de savoir que vous avez un plan en tête et que vous avez la perspective de remanger à un moment donné. C'est un effet psychologique. Donc si vous savez que vous allez manger à un moment donné, ça va être plus facile de vivre le fait de ne pas manger pendant quelques jours. Donc décidez de ça à l'avance et tenez-vous-y. Faites-vous une promesse à vous-même. Si vous promettez à votre corps quelque chose, ne rompez pas la promesse. Apprenez à vous faire confiance à vous-même et à respecter ce que vous avez décidé pour vous-même. Il y a beaucoup de bénéfices psychologiques au jeûne, c'est ça aussi qui est intéressant. La première chose, c'est que vous vous rendez compte que vous n'allez pas mourir. Et ouais, c'est incroyable le nombre de gens qui disent « Oh là là, jeûner pendant 2 jours, c'est impossible, on va mourir si on ne mange pas. » Alors qu'en fait, évidemment, l'état naturel des animaux, c'est d'avoir régulièrement des périodes où on ne mange pas pendant quelques jours. Et l'être humain ne fait pas exception. Donc vous vous rendez compte que vous n'allez pas mourir et ça va changer votre rapport à la nourriture. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de manger, de vous remplir tout le temps de nourriture. Vous allez aussi vous rendre compte à quel point notre alimentation est une addiction ou une habitude et que lorsqu'on brise cette habitude, notre rapport à la nourriture change. Vous en ferez l'expérience si vous décidez de faire un jeûne et vous aurez un meilleur rapport aux sensations de votre corps et plus de confiance en soi. C'est vraiment ça ce qui est le plus intéressant en termes d'évolution personnelle quand on fait cette démarche-là, c'est d'apprendre à sentir en nous qu'est-ce qui est bon pour nous, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins, et de pouvoir trouver un accord, une connivence avec nous-mêmes pour savoir comment ajuster les choses au mieux. Ok, donc ça c'était l'alimentation. On va parler de la gestion du stress, mais rapidement parlons de l'activité physique, parce que je sais que beaucoup de gens se disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme sport, est-ce qu'il faut que je bouge, comment faire. Même si ça ne représente que 10% vraiment de la perte de poids, autant faire les choses de la bonne façon. Donc il y a 2 choses à faire. La première c'est du sport évidemment, la deuxième c'est plus bouger dans la journée. Alors quels sont les meilleurs sports pour perdre du poids? Encore une fois, quelle est la méthode ultime? Quel est le meilleur régime? Bon, je vous taquine, n'est-ce pas? La vérité c'est qu'il y a quand même des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Alors, je vous explique. La première règle à toujours respecter quand vous décidez de faire du sport, en particulier si vous le faites pour perdre du poids, encore une fois, ce que vous devriez vous dire, c'est plutôt qu'est-ce qui est sain pour moi à long terme. Mais bon, on se comprend. La première règle, c'est de protéger votre cœur, de faire en sorte que vous n'ayez pas stressé votre cœur et lui imposer une charge qu'il n'est pas capable d'assumer. C'est vraiment important de toujours avoir ce principe en tête. Maintenant, je vais vous donner une liste d'éléments qui sont de la moins efficace au plus efficace. La technique la moins efficace pour perdre du poids, c'est de faire de la course à pied. Et ouais, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe et c'est le premier réflexe, c'est ah bah oui, si je veux perdre du poids, il faut que je fasse de la course à pied. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien et je vais vous expliquer pourquoi au tableau. Donc, pourquoi est-ce que certaines activités physiques sont plus efficaces que d'autres pour nous aider à perdre du poids? Alors, je vais vous faire un petit diagramme. Donc, vous avez le temps ici et l'énergie dépensée ici. Le problème des techniques d'endurance, par exemple, c'est qu'elles vont avoir cet effet-là, où évidemment notre énergie va monter, donc on va dépenser de l'énergie, puis ensuite ça va descendre et ça va s'arrêter comme ça. Donc si on fait du sport, par exemple, si on fait du jogging pendant, disons, 20 minutes, eh bien notre énergie va être de plus en plus dépensée, mais ensuite on va arrêter de dépenser de l'énergie, on aura dépensé de l'énergie pendant qu'on a fait ces 20 minutes de sport. Le problème, c'est que pendant les premières 10 minutes, l'énergie dépensée, c'est d'abord des glucides. Des glucides qui sont stockés en général dans le muscle et dans
dans les muscles et dans le foie. Donc tout ça, ce sont des glucides et c'est seulement après qu'il y a du gras qui est dépensé. Donc ça, c'est quand on fait du sport d'endurance. Maintenant, si vous faites du sport, par exemple, qui est plutôt un sport de renforcement musculaire, donc pareil, on va utiliser de l'énergie au début, on va utiliser peut-être un peu moins d'énergie, mais ensuite, ça va avoir un effet qui va durer comme ça. Donc si on fait par exemple du sport pendant 20 minutes ou 30 minutes, eh bien on ne va pas s'arrêter de dépenser de l'énergie au moment où on arrête le sport. Il va y avoir un effet qui va durer ensuite. Et donc, on aura dépensé des glucides pendant les 10 premières minutes. Ensuite, on aura dépensé essentiellement du gras pendant le reste de notre entraînement, mais aussi ensuite. Pourquoi est-ce que ça fait cet effet-là? Eh bien, parce que notre métabolisme augmente quand on fait du sport qui demande de la résistance musculaire. Et donc, vous avez différentes formes d'entraînement qui fonctionnent comme ça. Vous avez tout ce qui est renforcement musculaire et musculation, mais vous avez aussi l'entraînement à intervalles. Vous avez plusieurs types d'entraînement à intervalles. Ceux qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui mobilisent le corps entier. Donc, vous avez souvent des suites d'exercices avec tout un tas d'exercices différents que l'on enchaîne très rapidement. Et ça va avoir pour effet de mobiliser notre métabolisme à fond et aussi d'avoir cet effet de récupération. On appelle ça souvent en anglais l'effet afterburn, c'est-à-dire qu'on brûle de l'énergie après le sport encore, parce qu'on doit récupérer de toute la mobilisation musculaire qui a été faite. Et aussi, ça va renforcer notre corps, nos muscles vont se renforcer, et ça prend de l'énergie aussi. Et puis, ça va aussi pour effet d'avoir notre métabolisme qui est augmenté pendant une durée qui est souvent de plusieurs heures après la séance de sport. Donc, c'est ça l'intérêt. Si vous faites des exercices d'endurance comme du vélo ou comme si vous allez courir, oui, vous allez dépenser de l'énergie et des calories à ce moment-là, mais c'est moins efficace que si vous faites du renforcement musculaire, parce que vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et notamment beaucoup plus de gras. D'accord? Vous vous souvenez que l'intérêt, c'est d'avoir un métabolisme qui fonctionne sur le gras plutôt que sur les glucides. Alors que si vous faites de l'endurance, votre corps va avoir plus l'habitude de se dire « Ok, j'ai dépensé beaucoup de glucides, donc il faut que je me remplisse un peu plus. » Et surtout parce que votre métabolisme ensuite va être amplifié. D'accord, donc la course à pied, ça a pour effet de mobiliser l'énergie au moment où vous le faites, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, à terme, ce n'est pas ce qui dépense le plus d'énergie ou ce qui augmente le plus votre métabolisme. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire d'autres types d'endurance qui vont mobiliser plus de muscles, qui vont avoir un effet un peu plus profond sur le métabolisme. Donc la natation, par exemple, est une bonne option. Dans ces cas-là, il faut plutôt en faire entre 30 et 45 minutes. Vous pouvez aussi faire du vélo, ce qui est plus doux, mais qui va aller mobiliser plus de graisse aussi, si vous en faites pendant 1 heure ou plus. Mais encore une fois, ça ne va pas avoir d'effet après, ça ne va pas avoir d'effet à long terme. Si vous voulez aller sur des techniques qui sont plus efficaces et qui en plus prennent moins de temps, eh bien vous devez utiliser des techniques qui mobilisent plus d'énergie et plus de force musculaire sur le coup et qui vont aussi avoir pour effet de muscler votre corps et d'augmenter le métabolisme à long terme. Votre corps va dépenser plus d'énergie dans son métabolisme de base si vous avez plus de muscles, si vous avez plus l'habitude d'utiliser votre corps. Et aussi parce que l'effet de réparation qui suit une séance de sport comme ça va avoir pour effet de consommer aussi des calories. Donc une technique qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle le HIIT. En anglais, ça veut dire High Intensity Interval Training, donc entraînement par intervalle de haute intensité. Vous pouvez chercher ça sur YouTube par exemple et vous allez trouver beaucoup d'entraînements. En général, ces entraînements ne durent que 20 minutes, donc en plus, c'est plus facile à caser dans votre emploi du temps. C'est un peu plus intense, donc souvenez-vous de la règle d'or, protégez votre cœur. Si c'est trop intense, ne le faites pas et trouvez quelque chose qui fonctionne mieux. Et enfin, la méthode la plus efficace, surtout à long terme, c'est de faire du renforcement musculaire ou carrément de la musculation. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser beaucoup d'énergie pendant votre séance. Après votre séance, vous allez aussi utiliser pas mal d'énergie pour vous reconstruire et parce que votre métabolisme augmente. Et à long terme, vous allez avoir un métabolisme qui augmente fortement et donc vous aurez vous aurez plus de résistance par rapport aux variations dans votre alimentation et votre organisme va avoir plus tendance à mobiliser de l'énergie naturellement. C'est la méthode la plus efficace. Donc vous voyez que ça peut être assez surprenant parce que beaucoup de gens croient que ce qu'il faut c'est de l'endurance, faire du jogging pour perdre du poids et que la musculation ça ne va pas vraiment vous aider alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Donc ayez pour but de
d'abord faire ce qui est le plus sain pour vous à long terme, ce qui va le plus fonctionner pour votre santé et votre bien-être, mais aussi les techniques qui vont mobiliser le plus d'énergie à long terme et augmenter votre métabolisme. Évidemment, faire de la course à pied ou du vélo ou de la natation, c'est aussi bon pour la santé pour d'autres raisons. Vous pouvez combiner différentes choses. Mais soyez stratégique par rapport au temps que vous avez, à l'énergie que vous avez, votre motivation et par rapport aux résultats que vous attendez. Donc, encore une fois, pour insister, les techniques d'endurance ne dépensent des calories que pendant l'effort, alors que les techniques de résistance ou de force dépensent des calories pendant l'effort, après l'effort et aussi augmentent le métabolisme à long terme. Et donc c'est plus stratégique, c'est plus intéressant. Mais évidemment, vous pouvez combiner les deux. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est surtout de faire ce qui vous fait plaisir. Parce que si c'est fun, si ça vous apporte du bien-être, si ça vous apporte de la satisfaction, si ça rajoute de la joie dans votre vie, eh bien faites-le. Si ce qui vous plaît, c'est faire du yoga, faites du yoga. Si ce qui vous plaît, c'est de danser, allez danser. Si ce qui vous plaît, c'est de faire de la muscu, faites de la muscu. Faites ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ça qui va vous apporter des résultats à long terme, en termes de motivation, en termes de renforcement de votre soi, et ça va être bon pour votre santé, donc faites-vous plaisir. Donc première chose, faire du sport. Deuxième chose, bouger plus. Une stratégie toute simple qui peut vraiment faire une énorme différence, c'est de marcher. Et de marcher le plus possible dans la journée. Évidemment, si vous avez déjà un emploi du temps bien chargé, si vous travaillez sur un bureau, si vous n'avez pas vraiment d'activité physique dans votre quotidien, eh bien vous allez devoir prendre du temps en fin de journée ou en début de journée par exemple pour faire une petite marche. Et simplement le fait de rajouter une marche tous les jours par exemple, idéalement une marche qui va durer entre 30 minutes et 1 heure. 30 minutes ça suffit mais vous pouvez faire plus si vous voulez. Ça va avoir beaucoup d'effets positifs. D'abord parce que ça utilise tout un tas de calories, en particulier si vous faites ça après votre dernier repas, donc après le dîner par exemple, si vous allez marcher, eh bien ça va épuiser certaines calories qui ne vont pas être remplacées, donc dans la nuit, vous allez avoir un effet de perte de poids, parce que votre corps utilisera d'autres calories. Et enfin, ça a un effet calmant, le fait de marcher, surtout si vous faites une marche tranquille. Ça va avoir pour effet de faire baisser le cortisol, ça va vous détendre, ça va vous relaxer et ça va vous aider du coup à être dans les bonnes conditions pour perdre du poids. On va en parler juste après. Donc c'est une stratégie en plus à ajouter. Évidemment, on pourrait dire que tout ce qui vous fait bouger plus dans la journée, ça va aussi être utile, mais pour être pratique, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est simple à mettre en place? Eh bien, c'est d'apprendre l'habitude de marcher. Pensez aussi à vous étirer parce que lorsque le corps est contracté ou tendu, ça a du mal à circuler à l'intérieur de nous. Donc c'est important de bien s'étirer, de bien prendre le temps de travailler toutes les zones du corps pour que ça circule. Lorsque notre corps est souple, toutes les zones deviennent plus irriguées par notre sang, donc elles reçoivent plus d'énergie. Toutes les toxines sont plus facilement évacuées par la lymphe, donc ça circule mieux à l'intérieur de nous. Notre corps fonctionne mieux quand il est souple et étiré, donc pensez aussi un petit peu à ça. Ok, donc on a vu l'alimentation, on a vu l'activité physique. Passons maintenant à la gestion du stress, qui est un morceau important, 30% à peu près. Donc, voici quelques règles à mettre en place. La première, c'est que perdre du poids doit se faire dans la détente. Ça doit se faire dans la relaxation et pas dans la tension, la contraction, la lutte. Parce qu'on a compris, le principe, c'est de ne pas lutter contre soi, mais au contraire d'être dans quelque chose qui est positif, qui est serein, qui vous apporte du plus dans votre vie. Et donc, ça se fait dans la détente. Aussi, le fait d'être stressé, ça va avoir tendance à mettre notre corps dans un mode survie un peu plus. Donc, tout ce qui fait baisser le stress et qui apporte de la détente va faire en sorte que notre système hormonal envoie des signaux différents à notre corps. Si vous êtes stressé, vous allez générer plus de cortisol, l'hormone du stress en quelque sorte. Et le cortisol va avoir tendance à augmenter la résistance à l'insuline, augmenter le stockage du gras et ça a tout un tas d'effets qui peuvent aller dans le sens contraire de la perte de poids. Donc vous devez avoir le moins de cortisol possible, ça veut dire que vous soyez le plus détendu et calme possible. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les sources de stress dans votre vie, qu'est-ce qui pose problème. Est-ce qu'il y a des conflits dans vos relations avec certaines personnes? Est-ce que c'est le travail qui vous stresse? Est-ce que vous avez des problèmes de santé?
Voilà, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait le moins de stress possible, c'est une condition vraiment importante pour que vous puissiez perdre du poids. Et il faut aussi que du coup la démarche en elle-même de perdre du poids ne soit pas un stress. Il faut que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous apporte du bien-être. Et donc c'est important de ne pas se mettre la pression et aussi de ne pas culpabiliser lorsqu'on ne respecte pas le programme qu'on s'était donné. Pourquoi? Parce que culpabilisation égale stress, égale pression, égale cortisol qui monte, égale insuline qui monte aussi. Donc ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas vraiment perdre du poids à long terme si vous basez votre motivation sur le fait de vous culpabiliser. Au contraire, lâchez-vous la grappe, ne vous mettez pas de pression et votre corps perdra du poids quand ce sera le bon moment pour lui, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de stress. Donc, c'est très important de toujours avoir cette attitude de prendre soin de soi, d'avoir de la bienveillance pour soi. Ce qui va vous aider aussi, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre plus de temps pour vous aussi dans cette période-là. Une chose qui est très importante pour perdre du poids, c'est d'avoir un bon sommeil, d'assurer que vous dormez autant que nécessaire, s'autoriser même parfois à ne rien faire, donc avoir des moments où vous ne faites rien. Est-ce que ça vous arrive, des fois, d'avoir un petit moment dans la journée, même juste 5 minutes, où vous ne faites rien? Même pas lire, ou regarder la télé, ou faire de la méditation en vous concentrant, mais vraiment rien, juste rien du tout. Est-ce que ça vous arrive? Bon, peut-être que vous pouvez réapprendre ça et vous octroyer des petits moments où vous avez le droit de ne rien faire. Faire les choses dans la lenteur, faire les choses dans la conscience aussi, et pas dans l'agitation, le fait de courir partout. Avoir des moments d'appréciation dans la nature, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup vous aider. C'est pour ça que marcher par exemple le soir ou avoir des moments dans la journée où vous êtes dans la nature et vous vous reposez, ou peut-être que ce sera seulement le week-end, mais dans tous les cas, ça va avoir un effet très calmant, très reposant, et ça va vous aider. Et pensez à vous faire du bien. Maintenant, ce qui peut vous aider de manière un peu plus technique, parce que vous vous demandez peut-être, ok, tout ça c'est bien Gaëtan, mais comment on fait concrètement? Quelles sont les techniques? Eh bien, vous avez tout un tas de techniques qui peuvent vous aider à éliminer le stress. Vous avez des techniques de relaxation progressive ou de sophrologie. Encore une fois, je vous encourage à faire vos recherches sur Internet. Vous trouverez très facilement des séances guidées sur YouTube, par exemple. Donc faites un petit peu de relaxation progressive. Apprenez à détendre tout votre corps entièrement. Des techniques de massage, ça peut vraiment être extrêmement relaxant de faire un massage. Si vous n'avez pas le budget pour aller faire des massages chez un professionnel, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de votre entourage de vous faire un massage. Ça ne sera pas aussi qualitatif, mais c'est plus accessible. Entre conjoints, par exemple, ou entre membres de la famille, ça peut être possible de se masser les épaules en particulier, de se masser le dos, qui sont les zones où généralement on emmagasine le stress, et de pouvoir faire en sorte que ça se relâche. Différents types de travail corporel peuvent vous aider par rapport à ça. Le fait de vous octroyer une fois de temps en temps d'aller dans un spa, d'aller faire un hammam, un sauna, ce genre de choses, ça va vraiment évacuer beaucoup de tensions et ça va vous relaxer profondément. Évidemment, je prêche pour ma paroisse et je vous encouragerai à pratiquer les techniques de libération émotionnelle. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir ça. L'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui vous fait souffrir dans votre vie et de pouvoir vous libérer de ça, tout simplement. Enfin, le fait de passer du temps avec les gens qu'on apprécie, d'avoir des moments où on peut décompresser, s'amuser, sourire, rire, s'amuser, jouer, passer du temps avec les gens que vous appréciez, c'est une des choses qui est la plus grande source de bonheur en fait pour l'être humain. Donc, combien de temps vous passez par semaine avec les gens que vous appréciez à juste passer du bon temps ensemble? Peut-être que vous pouvez augmenter ça un petit peu. Et aussi une dernière note, vous avez différents exercices qui sont très concrets et très rapides à mettre en place, qui peuvent vous aider à vous détendre et à vous relaxer, en particulier les exercices du nerf vague. Je vous réfère à mes vidéos sur le sujet, mais il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet, en particulier parce que ça améliore la digestion, d'avoir un nerf vague tonique, et donc ça ne peut que vous aider dans votre démarche de perdre du poids, d'être plus détendu et d'avoir une meilleure digestion, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à incorporer ces techniques-là. Et enfin, foutez-vous la paix. Donc, c'est beaucoup une question d'état d'esprit, de comment on gère les choses, quelle est notre attitude dans notre manière de faire face aux événements de la vie. Mais voilà, lâchez-vous la grappe un petit peu. Essayez d'arrêter de vous prendre la tête et de lâcher prise, en particulier quand vous avez des objectifs vraiment trop rigides, trop fixes.
et de pouvoir écouter aussi ce dont vous avez besoin et de prendre soin de vous-même. Votre corps, c'est votre véhicule. Si vous en prenez soin, il vous emmènera plus loin. Si vous vous battez contre votre véhicule, vous allez vous retrouver en rade et ça, c'est à éviter. Donc s'amuser, se détendre et profiter de la vie aussi. Voilà, au lieu d'avoir tout le temps des objectifs ou de la pression. Prenez conscience de ça. Et enfin, faites confiance à votre corps parce qu'il a les ressources dont il a besoin pour se sentir bien, pour être en bonne santé. Et il a plus de ressources que ce que vous pouvez contrôler avec votre mental. Donc apprenez aussi à créer cette relation différente avec votre corps. On en parlera un peu plus dans la seconde vidéo d'ailleurs. Et donc, prenez conscience, ça veut dire que régulièrement, vous pouvez évaluer où vous en êtes. Quel est votre niveau de stress? Est-ce qu'il est vraiment mauvais? Est-ce qu'il est bon? Où vous en êtes par rapport à ça? Prenez le temps de vous vérifier vous-même, de vous évaluer vous-même, vous dire « Ok, j'en suis où là maintenant ?» Et ça va vous aider au fur et à mesure à ajuster les choses. Ok, donc, on a vu quelles sont les stratégies concrètes à mettre en place au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et de la gestion du stress. Et maintenant, si vous arrivez à mettre tout ça en place, ça va changer votre vie, ça va changer votre rapport à votre corps et à vous-même. Et ça va vous permettre, en tout cas, je l'espère, c'est le message, de mettre en place les bonnes stratégies sur le long terme, de faire des choses qui sont saines pour vous à long terme. Maintenant, derrière tout ça, il y a la psychologie. Et c'est là qu'on va aller beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce qui nous bloque parfois, qu'est-ce qui fait que parfois on lutte contre soi-même et ce qui nous empêche de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. Ce sont vraiment des questions de psychologie. Donc, il y aura toute une vidéo qui va être dédiée à ça. Mais pour vous donner un aperçu, on va travailler sur différentes choses. Il y a 5 mécanismes psychologiques auxquels vous pouvez déjà commencer à réfléchir. La première, c'est que la nourriture est devenue une récompense. La nourriture, c'est souvent associé à une sécurité affective, on va dire, ou à l'amour. Tout simplement parce que notre besoin de survie, lorsqu'on est bébé, dépend des gens qui nous nourrissent et des gens qui nous donnent de l'affection. Donc les deux peuvent être un petit peu mélangés. Ça peut être un moyen de se donner à soi-même de l'affection d'ailleurs, de prendre soin de soi-même ou de se récompenser encore une fois. Ça peut être un moyen de couper le stress, de relâcher la pression. Ça peut être un moyen de gérer des émotions négatives. Mais ça peut être aussi lié à des mécanismes un peu plus profonds. Par exemple, on peut avoir une certaine image de soi-même qui nous programme à avoir un certain poids et à ne pas trop diverger de cette référence intérieure. Donc le fait de changer cette référence intérieure, c'est comme si on changeait le thermostat et ça va nous permettre à notre corps de savoir vers quoi aller. Mais parfois notre poids concret est lié à un mécanisme psychologique qui s'est mis en place, qui s'est dit c'est ça mon identité, c'est ça qui je suis et donc je ne peux pas perdre du poids. On va aller de plus en plus loin dans différents mécanismes qui parfois nous sabotent et font que nous restons coincés et travailler sur le sabotage, la procrastination et toutes les raisons émotionnelles qui sont derrière ça. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir à ça. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou à quoi ça vous fait penser par rapport à ces mécanismes psychologiques. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui sera publiée dans quelques semaines sur la psychologie de la perte de poids. Donc merci à vous. Ce que je vous souhaite, c'est de mettre en pratique certains des éléments que je vous ai partagés. Si vous pouvez tous les faire, tant mieux, c'est génial. Mais si vous en faites au moins la moitié, ça va vous aider à perdre du poids. C'était ça mon objectif. Donc, est-ce que ça va être faire du sport? Est-ce que ça va être marcher le soir? Est-ce que ça va être changer d'alimentation? Est-ce que ça va être d'abord de gérer votre stress et de vous détendre? Qu'est-ce qui est la priorité pour vous? Vous seul le savez. Donc, je vous souhaite bon succès dans la mise en place de ces changements et bon succès dans l'atteinte des résultats, même si les résultats ils viendront naturellement à un moment donné. Donc, prenez soin de vous-même, profitez-en bien et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.